se retrouve pendant cette semaine consacrée plus exclusivement donc aux femmes et aux problèmes qui touchent les femmes dans le monde du travail. Donc on s'est déjà intéressé pas mal à ce qui est l'endométriose avec des articles. Et puis j'avais envie de vous faire partager un atelier donc en ligne, genre webinaire, mais avec quand même quelque chose d'un peu concret au sujet des femmes. Et puis de pouvoir parler un petit peu avec vous de qu'est-ce qu'on peut aménager aussi sur le lieu du travail pour les femmes qui sont atteintes de règles douloureuses ou d'endométriose. Et puis pour commencer, si vous êtes d'accord, ben, c'est vrai qu'on en a déjà parlé un peu dans nos articles, mais il existe quand même aussi pas mal d'études. On en parle de plus en plus et on se rend compte que quand même une femme sur 10 est touchée. Et effectivement que c'est quelque chose quand même qui se dit de plus en plus, mais qui reste quand même tabou. Parce que oser avouer dans le monde du travail qu'on n'est peut-être pas complètement opérationnel, parce que régulièrement on a des douleurs, on souffre d'inconfort ou de choses comme ça, c'est quand même problématique. Donc l'idée, c'était de lever un petit peu ces tabous aussi aujourd'hui, et puis d'aborder avec vous un peu plus spécifiquement le problème de l'endométriose. Après, je pense que tout le monde est quand même au clair avec ce qu'est l'endométriose, mais juste, voilà, globalement, c'est quand même du tissu extérieur voilà, à l'endomètre qui va poser des problèmes, qui va toucher d'autres organes, donc tout est un petit peu touché aussi que ce soit digestif, que ce soit en lien avec les rapports sexuels. Il peut y avoir vraiment des grosses problématiques, mais ça touche pas toutes les femmes, hein. Certaines femmes ont aussi des problèmes d'endométriose sans avoir forcément des douleurs. Donc voilà, peut-être aussi pour rassurer un peu certaines personnes. Par rapport à cette endométriose, donc Unisanté a aussi fait une étude. Et puis c'est vrai que bah, j'ai pris aussi quelques chiffres. Donc c'est vrai qu'il y a quand même une perte de productivité qui est quand même élevée, 64%. Et puis ça correspond à presque 20 jours par an d'absence. Et en Suisse, c'est problématique souvent dans les endroits où on travaille de savoir, d'être pris en compte quand on fait comme ça des absences qu'on appelle perlées. C'est-à-dire quand c'est voilà, un ou 2 jours par mois, ça va être plus problématique que si on a une longue coupure. Et c'est moins bien vu aussi dans le monde du travail. Et c'est ce qui touche ben, ce genre de problématique. Voilà. Ça coûte au niveau des États-Unis, ben, j'ai pas de chiffre au niveau suisse, mais je pense que c'est quand même assez élevé, quand même environ 2 milliards de dollars. Donc ça a aussi une amplitude assez importante. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ben, les règles douloureuses, moi j'ai été concernée pendant toute ma vie de femme voilà, réglée. Heureusement maintenant le problème est résolu, mais c'est vrai que ben, j'ai rencontré pas mal de difficultés sur mon lieu de travail parce que j'étais fleuriste à l'époque, au départ, et puis que c'était un travail qui était debout où on était toujours en position presque un peu immobile, hein, quand même, on bougeait le haut du corps, mais le bas ne bougeait pas beaucoup. Et puis je me suis retrouvée vraiment avec des journées où je j'osais pas m'asseoir, on n'avait même pas d'endroit pour s'asseoir. Je me retrouvais comme ça, vraiment à supporter ces douleurs pendant de longues heures, et je trouvais ça vraiment très difficile. Puis à l'époque, ben voilà, je crois que j'ai jamais entendu parler, enfin quand- pour ma part, quand je suis allée en parler, quand j'ai osé en parler à mon gynécologue, on m'a clairement dit que c'était normal d'avoir mal avec ses règles. Et puis, je crois que c'est encore malheureusement des fois ce qui arrive pour les personnes qui ont des règles douloureuses. C'était peut-être de l'endométriose aussi, je crois que voilà. Il n'y a pas eu d'investigation, donc je ne peux pas le savoir, mais en tout cas, si vous avez ce genre de symptômes, osez quand même aller en parler, ne serait-ce déjà peut-être que dans l'entourage aussi au niveau du travail, médecin du travail ou infirmier en santé au travail, ou que ce soit quelqu'un qui s'occupe même de la sécurité au travail ou un ergonome. Enfin, osez en parler déjà à quelqu'un sur votre lieu de travail. Euh, on fait la distinction entre l'endométriose et puis les règles douloureuses par rapport déjà à quelque chose de tout simple, enfin, on dirait tout simple. Il faut quand même prendre un médicament, plutôt quand même du dafalgan, enfin quelque chose avec cette base-là. Et puis si les symptômes ont tendance à disparaître, ben, ce sera plutôt quand même des règles douloureuses que de l'endométriose.
Ce qui peut être aussi un facteur, en tout cas, d'évaluation, c'est si c'est cyclique et puis ça revient à chaque fois, ben, ce sera plutôt aussi l'endométriose. Et puis, ben, ça résiste à tout traitement, pas seulement aux antalgiques, mais souvent c'est très compliqué de trouver des traitements. Donc, les femmes essayent beaucoup de choses. Et si moi je suis là aujourd'hui, c'est plutôt par rapport un peu à ce qui touche la médecine complémentaire, la médecine qu'on appelle aussi maintenant une médecine, je dirais, de double impact, hein, qui va être plus naturelle, plus tournée vers des médecines naturelles. Et voilà, donc c'est pour ça aussi que j'avais envie de vous apporter quelque chose un peu, un exemple et un outil concret. Mais place peut-être aux autres intervenants et puis de voir ce que vous avez aussi à dire sur le sujet ou à amener, puis qu'après on voit ici ce qu'on va faire de concret. Qui Ben, veut partir? Toi, en tu fait, veux? moi, j'ai une question pour bien comprendre puis bien cerner aussi. Il y a des facteurs qui influencent différemment règles douloureuses, endométriose. Il y a des choses à prendre en compte différentes ou on pourrait dire que c'est pas la même chose, d'accord, mais que ça se traite ou on essaye de trouver des pistes de solutions qui sont les mêmes en fait. Ou est-ce qu'il y a des facteurs qui rentrent en jeu qui seraient différents par rapport, par exemple, le stress ou toutes ces choses-là, est-ce que ça impacte différemment? Alors, moi, je peux pas vraiment te dire par rapport à ça, parce que le stress impacte de toute façon, c'est sûr au niveau des règles. Est-ce que c'est vraiment très différent entre l'endométriose et les règles douloureuses? Je pense qu'il faudrait avoir des personnes justement qui puissent témoigner peut-être. Moi, j'ai jamais eu de diagnostic d'endométriose, donc moi, je me rappelle par rapport à mes douleurs à moi, donc et mes douleurs à moi, t'es mes douleurs à moi. Après, je sais que dans ma famille, par exemple, on a tout eu, un peu grand-mère, mère, un peu les mêmes problématiques. Et puis, je verrai mes nièces, elles sont encore petites, mais gentiment, elles arrivent aussi à l'âge de peut-être avoir aussi des soucis. Il n'y a pas eu de filles avant, donc ben, on verra si ça continue. Mais en tout cas, la génétique, ouais, la transmission de femme à femme se fait aussi. Ouais. Mm. Je sais pas, Manon, si toi, tu as quelque chose. Alors, du coup, ta demande, c'est un partage par rapport à ce vécu-là ou qu'est-ce que... Quelle est ta question plus précisément? Ben, par rapport à la question de David, tu vois, qui demande s'il y a une différence, une distinction par rapport aux douleurs, hein. Si le stress va plus faire de symptômes à quelqu'un qui a des règles douloureuses ou quelqu'un qui est atteint d'endométriose. Si toi, dans ta pratique aussi de psychologue, ouais, tu as eu des exemples de ça. Alors moi je suis pas gynécologue, je suis pas spécialiste de la question non plus, mais c'est certain que le stress aggrave, je crois, tous les symptômes, quels qu'ils soient, aussi physiques que psychiques. Et que enfin, dans les réactions de stress, hein, voilà, il y a toute une cascade d'hormones qui est sécrétée, dont la plus connue qui est le cortisol, mais il y a aussi plein d'autres, hein, l'adrénaline, la noradrénaline, et, euh, et que ça peut créer un terrain inflammatoire dans le corps, et donc ça, évidemment, ça endommage, ça peut à long terme vraiment endommager pas mal d'endroits. Et dans l'endométriose, il y a aussi une histoire d'inflammation. Donc, évidemment que ça va intervenir spécifiquement là-dessus en augmentant l'inflammation. Donc, c'est sûr que, et même pour, je dirais, pour les règles douloureuses, je pense que c'est vraiment des moments, enfin, idéalement, dans une société où on pourrait prendre en compte ça. Ça serait tellement chouette d'avoir quelques jours où on peut vraiment se permettre de ralentir, en fait, hein, d'avoir moins de charges, moins de responsabilités, de terminer un peu plus tôt, de commencer plus tard, voilà, d'ajuster le rythme pour qu'il puisse être en harmonie avec notre physiologie, parce que dans ces moments-là, et encore plus pour les femmes qui souffrent d'endométriose,
Ben, il y a vraiment une dérégulation physiologique, quoi, hein. On fonctionne pas de la même manière et cette dérégulation, elle est bien là et on fait comme on peut pour faire avec, mais c'est souvent assez difficile, hein. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis, parce que ça aborde vraiment l'aménagement, hein, de qu'est-ce qu'on va mettre autour pour faire que cette personne euh, évite le plus possible d'être absente, risque de Ouais. perdre son travail. Enfin, comment on peut vraiment aménager ouais, Mm. l'endroit et les mesures, hein, au niveau du travail pour ces femmes atteintes d'endométriose. Peut-être juste avant d'entrer dans le vif du sujet par rapport à ça, c'est vrai qu'on m'avait posé la question il n'y a pas tellement longtemps, disons, ok, j'en parle, mais j'en parle à qui? Est-ce que mes collègues, c'est aussi bien qu'ils sachent que, genre, ben moi, alors peut-être qu'ils se rendent compte, hein, quand même, effectivement, que systématiquement, peut-être, si ça vient régulier chaque mois, qu'il y a des moments où ça va moins bien. Mais sinon, c'est vrai qu'on déconseille plutôt quand même d'en parler aux collègues pour pas qu'il y ait une stigmatisation aussi qui se fasse. Mais oser en parler, c'est effectivement très important. Et puis d'essayer de trouver des solutions. Parce que c'est quelque part un handicap, c'est même considéré, par l'assurance invalidité. C'est pas forcément reconnu tout seul comme une situation handicapante, mais c'est pris en compte, en tout cas dans les maladies chroniques et handicapantes, l'endométriose. Donc effectivement, on peut vraiment entreprendre des démarches pour essayer d'alléger, comme tu disais, déjà rien qu'au niveau des horaires, hein. Parce que si c'est trop long de faire toute une journée et puis qu'il faudrait faire des pauses, mais en même temps, je trouve ça rejoint tellement notre rythme naturel. Parce que moi, je reviens toujours sur la même chose. On travaille tous à des rythmes qui sont souvent pas naturels pour nous. Et quelque part, ça nous ramène, ma foi, par la force des choses, à notre rythme naturel. À ce moment-là, qu'est-ce que moi je peux faire, jusqu'où je peux aller, puis à quel moment je dois prendre en considération ces stops qui font partie de mon corps qui me dit, là, c'est pas possible, là, c'est plus possible. Donc, qu'est-ce que je peux, voilà, utiliser, mettre en place? Et souvent, voilà, les gens ont peur de s'arrêter ou de simplement juste aménager un petit peu un rythme un peu différent. Là, ils le font, hein, des fois, ils disent, vous travaillez à 50% sur une journée. Donc, ça veut dire que sur une journée, vous devez essayer de ne travailler que la moitié de vos possibilités. Et c'est pas toujours évident à trouver, mais là, quelque part, ça peut être déjà un bon point de départ, quoi. Mhm. Et Aménager ça. tu sais, Anita, si il y a, en Suisse ou dans d'autres pays, l'endométriose serait reconnue comme, alors, enfin, comme une maladie qui pourrait engendrer justement des choses au travail, ou ça passe, enfin, le travail ne se pose même pas la question. C'est clair que c'est pas question de maladie professionnelle, c'est question c'est une maladie qui est reconnue dans le monde du travail, qui peut arriver et on en fait quelque chose, ou en Suisse, enfin, comme tu disais tout à l'heure, ça reste tabou. On est un peu, je pense, au carrefour des changements. C'est qu'effectivement, on en parle de plus en plus, et puis justement dans le monde de la santé au travail, c'est de plus en plus abordé. Donc, on entre en matière. Mais au niveau vraiment de la loi, ou au niveau vraiment des choses comme ça, rien n'est encore vraiment complètement établi. Il parle, voilà, aussi qu'il y ait des arrêts par rapport aux règles, même pour les jeunes, hein, des arrêts de travail. Mais je crois qu'il n'y a pas encore eu vraiment de loi par rapport à ça. Peut-être que... Après, c'est discuté, hein. Je sais que quand j'ai regardé aussi pour préparer cet atelier, dans les discussions, c'est vrai qu'ils abordent ça, mais ils sont contre encore vraiment mettre des arrêts de travail par rapport à ça, en disant que ça va peut-être plutôt créer plus de risques d'absentéisme et des choses comme ça. Mais en tout cas, ouais, ça bouge. Ça bouge. Je sais pas, vous aimeriez Ouais. rajouter quelque chose ou bien on aborde un petit peu quand même aussi encore justement les impacts avant d'aborder un peu les solutions, les impacts déjà sur la personne. Parce que c'est vrai qu'on a parlé des douleurs, mais il y a aussi quand même le sentiment franchement de culpabilité, de gêne à en parler, mais aussi on peut devenir irritable, on peut devenir aussi dépressif. Ça peut entraîner d'autres pathologies, d'autres Ouais. maladies qui peuvent en Alors moi, découler.
Je trouve que les impacts, c'est vrai que c'est intéressant parce que bah, comme j'interviens comme ergonome et puis j'interviens auprès des femmes aussi, bien sûr. Et puis des fois, moi, c'est des questions que clairement je questionne par rapport à ça quand je vois qu'il y a des complications, surtout pour les personnes qui ont certains postes ou qui sont par exemple assis toute la journée ou comme tu disais juste avant pour toi, debout, immobile toute la journée. Et ça peut avoir des conséquences et des impacts. Ouais, ça c'est clair. Donc ouais, moi, ça m'intéresse beaucoup là. Ouais. Mm. Ok. Et puis c'est vrai que ben on parlait des absences avant, mais du coup ça isole les gens quoi. Quand on est absent, ben on fait plus complètement partie de l'équipe. On sait pas trop ce qui se dit aussi pendant qu'on n'est pas là. Enfin voilà, on peut vite être mis de côté et puis ça peut être un problème ça. Il y a ben voilà l'évolution professionnelle. On parle déjà que les femmes c'est déjà moins évident que les hommes pour évoluer professionnellement, mais si en plus on se dit ah ouais non mais elle systématiquement quand même, elle manque. Et puis une fois qu'elle aura terminé ses problèmes de règles ou d'endométriose, ça va continuer avec la ménopause, donc on sera jamais franchement voilà, clair hein, que ça ira. Quand on fait les messieurs ont quand même aussi pas mal de soucis de santé, mais c'est vrai que la femme est un peu stigmatisée aussi avec toujours avec ça. Hein. Donc voilà, donc pour la personne elle-même et puis pour l'entreprise, ben, c'est sûr que du coup ça désorganise quand même pas mal les choses. Si on compte sur quelqu'un et puis qu'il n'est pas tout le temps là, ben, qui fait son travail à la place, est-ce que ça peut attendre? Est-ce que ça peut pas attendre? Voilà, comment est-ce qu'on va s'organiser? Il y a les tensions qui se créent aussi, hein, dès qu'un membre de l'équipe aussi est moins disponible, ben, les autres auront aussi l'impression de devoir faire le boulot pour deux et puis être payé quand même que pour eux. Donc ils trouvent aussi ça injuste. Ça peut créer voilà, des surcharges de travail. Ça peut être aussi en boucle, voilà, quoi. Hein, ces absences aussi, bah, toi tu loupes parce que tu as, des problèmes au niveau de l'endométriose, mais moi ça m'épuise de faire le job à ta place, puis quand tu reviens, bah, c'est moi qui suis aussi malade. Bah, j'ai peut-être chopé un petit virus ou que sais-je. Hein. Et puis, bah, c'est vrai il y a effectivement toujours cette performance dont les entreprises parlent. Et nous, on est mandaté les trois quarts du temps pour ça, améliorer les performances. Et là, ben, effectivement, que les performances d'entreprise, elles vont diminuer. Mais Surtout moi, si. je trouve qu'il y a un effet double peine en fait, hein, parce qu'il y a vraiment la première peine qui est liée aux symptômes qui sont très douloureux et qui ont lieu tous les mois. Hein. On peut pas se dire, ouf, c'est bon, maintenant je vais traiter ça et je vais être tranquille ou je verrai ça dans un an. Hein. On sait que dans, dans 20 jours, ça recommence. Donc, il y a vraiment cette première peine de cette douleur qui est chronique et récurrente. Et la deuxième peine qui est liée au fait que ce soit encore relativement tabou, à ces femmes qui auraient envie de pouvoir mener une vie normale même pendant leurs règles en fait, et qui ne peuvent pas, et qui ont un travail qu'elles aiment ou des activités qu'elles ont à cœur de continuer, sportives, artistiques, familiales, etc., et qui ne peuvent pas parce qu'elles se retrouvent avec des symptômes tellement lourds qu'elles peuvent pas non plus faire ce qu'elles aiment, avec même la triple peine, on pourrait rajouter de ce côté tabou où c'est pas évident de dire ah bah aujourd'hui je vais pas venir parce que j'ai tellement mal dans mon utérus que je suis clouée au lit, alors que on pourrait plus facilement le dire et que ça serait beaucoup plus facilement entendu, par exemple. Si on disait par exemple, qu'on a une chimio, ou voilà, je peux pas venir aujourd'hui parce que j'ai mon traitement, etc. Là, quand on a une endométriose, ça reste quand même assez difficile à dire, dépendamment des milieux. C'est pas toujours bien accueilli dans le milieu professionnel. Et puis, ça peut être stigmatisant aussi. Et c'est encore, même si ça va mieux, hein, c'est quand même une maladie qui est de plus en plus connue, dont on parle de plus en plus, et heureusement. Mais il y a encore plein de gens qui ne savent pas exactement ce que c'est et à quel point ça peut être invalidant. Donc, je trouve que c'est vraiment il y a des effets comme ça de peine qui se rajoutent, qui sont des conséquences et qui rendent les choses encore plus compliquées. Hein. Il y a des maladies, on va dire, qui sont plus faciles à vivre que d'autres sur le plan social. Hein. C'est comme la dépression, c'est vachement plus dur de dire qu'on ne vient pas bosser parce qu'on est en dépression. Là, une personne sur deux va peut-être pas savoir comment réagir, alors que quand on dit ah bah, je viens pas parce que je me suis cassé la jambe, bah, là tout de suite on a de l'empathie en général. Oh là là, bah oui, ça fait mal.
Mon fils aussi il s'est cassé la jambe l'année dernière, blablabla. Et pour l'endométriose, ben, bon, si on s'adresse à une femme, on a plus de chances d'être peut-être comprise et d'avoir un peu de compréhension et de l'empathie, mais ça reste encore relativement minoritaire, hein. Ouais. Et puis il y a une chose, enfin, euh, c'est vrai qu'il y a ce côté mettre une étiquette en fait, qui est stigmatisant, comme tu disais, surtout dans nos pays. Parce qu'en fait, je regardais un petit peu, je me documentais un petit peu là-dessus, sur les jours de congé pour les personnes qui ont des règles douloureuses ou l'endométriose. Et il faut savoir qu'en fait, les premiers pays à avoir mis en place des congés comme ça date des années 20 en Union soviétique, en Russie donc, et en Corée et en Chine, où il y a des jours où, sans justificatif, les femmes peuvent être absentes, alors que nous, dans nos pays qu'on va dire développés, ben, en Espagne, il y a une femme espagnole qui en parle beaucoup, qui a mis ça en place, là, c'est super. En Suisse, ils se sont un peu basés aussi sur ce qui a été fait en Espagne. Et en Suisse, il y avait un sociologue qui disait que c'était amusant, enfin c'était amusant, non, c'est pas amusant, mais que il remarquait qu'on était au même niveau de discussion que 15 ans en arrière concernant les congés parentaux. Et donc, pas dire qu'on est en retard, mais ça avance pas vite, quoi. C'est assez, je trouve ça impressionnant, quoi. Mm. Et il y a peut-être toujours cette notion aussi en Suisse, tu vois, quand tu parles de ça, j'ai aucune étude là-dessus et tout, mais c'est moi qui me questionne quand même avec ce côté de supporter la douleur, la femme supporte la douleur, enfin ces trucs qui sont ancrés quand même pas mal. Et puis, ben, moi, je suis dans une région paysanne, la douleur quand même, tu dois la... Allez, quoi. Faut que tu montres quand même que tu es costaud, que tu es fort. Donc, oser dire ouais, que tu as mal avec tes règles quelque part. Ouais. Et c'est vrai que moi, j'ai senti une grande différence quand on m'a posé un stérilet. J'ai, ça a été une renaissance, hein. Donc, vraiment, il y a des fois ouais, des moyens qu'on s'autorise pas ou on n'ose pas demander parce qu'on me dit tu dois supporter. Mais tu vois, on parle aussi toute cette semaine, aussi avec la ménopause et l'image de soi. Et puis c'est vrai que on prend aussi dans d'autres pays. Moi, j'ai aussi une partie de ma famille qui est africaine, mais la ménopause, c'est pas vu comme la fin de la femme, du tout, du tout. Et il y a vraiment aussi, ouais, peut-être déjà dans notre culture quelque chose qui fait que ce lien, quelque part, entre la douleur et les règles, la douleur et le fait de pas être bien quand on a la ménopause, tout ça fait partie d'un truc qui doit être comme ça, quoi. Ça doit faire partie ouais, de Oui, la culture. je valide tout à fait ça, hein. Effectivement, on est pris encore dans un très grand héritage religio-culturel, hein, qui trouve ses racines vraiment dans la chrétienté, enfin, dans le fait que la femme est pécheresse, hein, et donc que c'est normal qu'elle souffre pendant l'accouchement, pendant les règles, etc. Et que même si on n'est pas religieux, on a tellement baigné dans ce bain-là depuis des générations où effectivement il y avait quelque chose de normal, voire même euh, qui a un sens que la femme souffre. C'est presque même, il faut qu'elle souffre vu qu'elle a péché. Et donc, pourquoi est-ce qu'en fait, on formerait des médecins à aider les femmes à ne plus souffrir alors que c'est un peu leur devoir de réparation par rapport au péché qu'elles auraient fait, quoi, hein. Et c'est pour ça notamment que la branche de la médecine qui a étudié tout ça et qui s'est vraiment occupée des symptômes gynécologiques, même la gynécologie, c'est une discipline qui a eu tellement de retard par rapport à la cardiologie, enfin plein d'autres disciplines. C'est vraiment il y a eu très peu de moyens et de recherches qui ont été faites pendant longtemps parce qu'on s'en fichait de ça, quoi. C'était pas un problème qu'il fallait régler pendant longtemps. Et ça, c'est vraiment en train de changer aujourd'hui et c'est une très bonne nouvelle. Mais il y a encore plein de progrès à faire, bien sûr, hein. Heureusement, oui, tout à fait, que les choses évoluent, hein. Ouais.
Par rapport peut-être aux solutions, est-ce qu'on aborde ça maintenant, hein? Qu'est-ce qu'on peut, puis vous compléter avec vos domaines et vos expériences, avec plaisir. Donc c'est vrai que peut-être la première chose, on a déjà parlé un peu de l'aménagement des horaires et tout, ce serait de penser au télétravail. Je sais que certaines entreprises reviennent un peu en arrière, mais ça peut être un très bon moyen, en tout cas le télétravail pour ces jours-là, et de pouvoir faire à son rythme chez soi, sans devoir forcément, hein, sortir et s'imposer peut-être des heures de trajet ou que sais-je, qui sont pas confortables. Et puis on peut rester en tenue confortable, on peut mettre sa bouillotte, on peut voilà, préparer son thé. Enfin, c'est ces choses qui sont peut-être cocooning un peu et quand même travailler. Et puis, vous me dites si vous voulez intervenir, rajouter en fonction hein, de ce que je dis. Le poste de travail, bah, ça te concerne encore même plus, David. Donc, je pense que tu pourras rajouter par rapport à ton expérience. Hein. Mais c'est vrai que l'équipement qu'on a, bah, on parlait de travail debout ou assis. Mais effectivement, que ça peut être aussi les charges qu'on doit porter, suivant quoi. Quand on est plié en deux, ben, c'est un peu compliqué de porter les mêmes charges que ce qu'on avait avant, ou les gestes qu'on doit faire qui sont plus problématiques parce qu'on a des douleurs. Et puis que, ouais, moi, je me souviens vraiment que ça me courbait en deux. J'étais pliée en deux, voilà. C'était vraiment un peu comme ça que je me voyais, moi, hein, quand j'avais mal. Ouais. Ben, alors, oui, moi, alors c'est vrai que moi, par rapport à l'aménagement des postes de travail, c'est clair que sur le terrain, quand je vois les gens qui travaillent, et puis tu parlais du télétravail, ça aussi c'est important. C'est vrai que c'est bien parce que dans le télétravail permet à la fois de faire attention au poste de travail en lui-même, mais aussi dans l'organisation du travail. C'est-à-dire que quand tu es en télétravail, ben, tu peux t'organiser en fonction de la douleur en fait dans la journée. Et puis les moments où ça va, ben, tu vas pouvoir y aller, travailler. Et puis les moments où tu as besoin de te poser, d'être un peu plus au calme, tu vas pouvoir le faire. Donc c'est vrai que le télétravail, alors on revient en arrière. Je pense que c'est plutôt les patrons qui reviennent en arrière plutôt que les employés, parce que moi, tout ce que je vois comme études aujourd'hui montre que les gens qui font du télétravail aiment le télétravail quand ils ont réussi à s'organiser, à bien mettre ça en place, c'est super. Pour les chefs, il y a encore un petit peu aussi de réticence parce que ben, toute l'équipe n'est pas là, ils ont la sensation d'avancer moins bien, d'avancer moins vite quand tout le monde n'est pas là. Concernant, je reviens plutôt vraiment sur l'aménagement des postes de travail. Ouais, pour moi, c'est vraiment important parce que et puis de comprendre. Alors, quand je suis en intervention, moi, j'essaye toujours de demander ce que la dame, ce que la femme préfère en fait. Est-ce qu'elle a besoin d'être debout, assise, est-ce qu'elle a besoin de bouger ou de pas bouger, choses comme ça. Mais c'est vrai que moi, j'essaye de concilier avec le fait que la sédentarité, ça fait du mal. Le fait d'être assis, ben, il va y avoir des élévations, des compressions, des endroits où ça va couper la circulation sanguine, donc une élévation de la température, donc des problèmes de circulation sanguine, donc de la fatigue, et j'essaye en fait de sensibiliser les femmes sur la sédentarité, sur le fait de bouger, sur toutes les choses qui peuvent faire du bien. L'hydratation. Donc, combien de fois je vois de femmes qui pensent pas à boire alors que c'est le premier anti-inflammatoire. Tu parlais juste avant des inflammations. C'est le premier anti-inflammatoire naturel. S'hydrater, c'est essentiel. Donc j'ai envie de dire, moi quand j'interviens, j'essaye de rappeler les bonnes pratiques, les choses qui sont le plus naturelles possible. Et je rappelle que la posture assise, c'est pas très naturel. C'est pas l'idéal de passer tout notre temps assis. Donc moi j'insiste sur ça et puis sur le fait de bouger et puis sur le fait de ouais voilà de trouver les postures qui font du bien et encore une fois de bouger en fait, de pas rester toute la journée dans la même posture, que ce soit sur son poste de travail ou en télétravail. Voilà pour moi ce que j'avais à dire sur les aspects agencement ou tout ce qui est ergonomie du poste de travail en tout cas. Je te rejoins complètement. Hein. C'est vrai que voilà, le mouvement va aussi aider à refaire cette vascularisation au niveau des viscères et puis du plancher pelvien, qui est quand même drôlement important. Et puis l'hydratation, bah, effectivement que ça aide énormément. Et l'alimentation, hein, c'est vrai que maintenant on parlait avant de l'inflammation, bah, il y a aussi des aliments qui sont anti-inflammatoires et ça, je pense que c'est aussi un tout. Alors nous, on n'est pas diététicien, on n'est pas, mais pourquoi pas se tourner aussi vers quelqu'un
qui s'y connaît, et puis dire, ben voilà, avec ma problématique à moi, quand c'est une période aussi où je suis moins bien, ou même continuellement, parce que l'inflammation dans le corps, on sait que c'est pas non plus bon pour les articulations, les choses comme ça, et qu'avec l'âge, ben, on parlait de la ménopause aussi cette semaine, ben, typiquement, moi qui suis en plein dedans, ben, je change, je modifie mon alimentation en ce moment. Parce que mon corps se modifie et il faut que j'apporte d'autres aliments pour que j'ai moins d'inflammation ou moins d'acidité dans le corps. Parce que sinon, après, il y a des douleurs articulaires, des choses comme ça qui peuvent se manifester. Donc, tout est lié, effectivement. Et puis, ouais, le repos, ça on en a parlé aussi, mais ça n'a pas besoin d'être des longues phases de repos. De nouveau, les gens des fois pensent, ah ouais, mais non, mais si je vais faire une pause, ça va être trop long. Mais ça peut être juste 1, 2 minutes, quelques respirations, enfin, faire vraiment des toutes petites choses, fermer les yeux, se mettre dans sa bulle, enfin, juste se reconnecter avec soi, sentir, peut-être se mettre debout, aller prendre juste un petit peu l'air, sentir un petit peu le vent sur le visage, enfin, des petites choses qui peuvent juste permettre de se reconnecter avec soi-même, plutôt que d'être toujours dans l'activité, dans le faire, et pris, voilà, je sors avec mon attel, donc de toute manière, je suis quand même pas en pause, parce que je fais autre chose, et que je prends pas ce temps d'arrêt, de régénération, ouais, que je trouve très important. Ouais. Ouais. Bah, moi, je voulais partager quelque chose qui m'est arrivé cette semaine. En plus, c'est comme quoi il n'y a pas de hasard. J'étais dans un atelier en horlogerie et il y a une dame qui est ménopause, enfin qui est dans la période de ménopause en fait, et puis qui explique qu'elle a des bouffées de chaleur. Et donc ces bouffées de chaleur, qu'est-ce qu'elle fait? Ben, elle ouvre les fenêtres. Et en fait, en ce moment, il fait un peu frais quand même. Et donc le chef d'atelier, il râle, il dit ouais, voilà, c'est insupportable. Ces femmes, la ménopause, les bouffées de chaleur, on peut rien y faire, mais bon, quand même, c'est galère parce que ça fait que tout le monde a froid. Et puis je lui dis, mais vous saviez, enfin, je sais pas si vous étiez au courant, mais il y a des expériences qui ont prouvé que lorsqu'on aère 2, 3 fois par jour les ateliers d'horlogerie, on a remarqué une augmentation de la productivité de 9%. Et là, alors là, le chef a complètement changé. Ah, mais alors il faut qu'on ouvre plus souvent et tout. Ben, finalement, c'est bien. Ben, c'est toi qui t'en occupes. Tu devras ouvrir la fenêtre régulièrement. Donc, ça m'a amusé, puis en même temps, ça me rend triste de me rendre compte que, ben voilà, on est encore sur des questions de plutôt de penser à la santé des gens, on est plutôt sur la notion de performance, de productivité, encore une fois. Et c'est vrai qu'il y a un sacré débat à avoir avec les chefs, avec les dirigeants. Et puis pour pouvoir trouver justement des solutions, parce qu'on se rend compte que quelque part là, un problème de quelqu'un apporte une solution pour l'équipe en fait. Donc, sur la productivité et ce qui fait plaisir au chef, alors qu'il le vivait comme une contrainte juste avant, quoi. Donc c'est quand même incroyable, je trouve. Et c'est super. Bah, c'est probablement parce qu'il y a plus d'oxygène. de, ré- euh, voilà, de faire remonter le taux d'oxygène, parce qu'au bout d'un moment, dans n'importe quel endroit, ben, et puis les gens travailleront moins bien s'il n'y a pas cet apport d'oxygène dont on a besoin pour être plus performant et plus concentré. Mais c'est des choses qu'il faut effectivement redire et remettre en place, et je trouve que c'est très bien. Et tant mieux s'il y a une dame en pleine ménopause qui peut permettre cette amélioration et qui reprenne, voilà, qui reprenne contact avec ce genre de choses naturelles. Ouais. Mhm. Ouais, ça me fait penser aussi que on dit voilà il faut se reconnecter aussi avec ces sensations, ces choses-là. Mais effectivement que je trouve que souvent les pauses qui sont prises bah, sont prises à l'intérieur. On change de local et on sort. À part les fumeurs, c'est vrai, les fumeurs ils sortent, mais est-ce qu'ils s'oxygènent vraiment très très bien, ça je ne sais pas. Mais quand il y avait le Covid, il y avait pas photo, hein. C'était devenu obligatoire d'aérer. Moi je me souviens aussi d'avoir donné des cours à une vingtaine de personnes dans des classes et tout, on devait aérer tous les temps par rapport à l'oxygénation et tout ça. Ouais. Et oui. Et ça me fait penser aussi que par rapport aux douleurs, bah justement, on remarque qu'on a aussi beaucoup moins, par exemple, de problèmes de douleurs menstruelles et tout, quand on réoxygène le corps.
Et le stress fait qu'on s'oxygène beaucoup moins aussi. On respire aussi moins quand on est stressé. C'est un des facteurs qui entraîne aussi de la douleur supplémentaire, de manquer d'oxygène. Ouais. Et alors justement, dans les pistes de solutions, donc on a parlé un petit peu de l'aménagement des horaires, des choses comme ça, la charge de travail, on a parlé de l'aménagement des postes. Vous, personnellement, moi je suis très curieux, hein. Vous avez des solutions? Parce que c'est vrai que moi quand je rencontre des dames après, puis que je les accompagne, ben, si je peux donner des pistes de solutions, j'hésiterai pas. Mais il y a vraiment des choses que vous avez remarquées, vous qui étaient vraiment soulageants, enfin ouais, qui faisaient vraiment, qui apportaient du bien au moment où la douleur elle est forte ou pas? Tu veux parler, toi, Manon? T'aimerais dire quelque chose? T'as pas ton micro, on n'entend pas. Ah, pardon. Je croyais que d'appuyer sur espace, ça enclenchait le micro, mais visiblement pas. Oui, alors moi j'ai une vision assez on va dire multifactorielle. Je pense que bon, déjà la prise en charge des symptômes liés à des troubles menstruels, quels qu'ils soient, elle doit vraiment être pluriprofessionnelle. C'est-à-dire que, alors bien évidemment, dans la médecine conventionnelle, la gynécologie, etc., il y a quand même des solutions qui sont apportées, hein. Changer de moyen de contraception, comme ce que tu disais avant Anita, hein, tu disais que d'avoir changé de moyen de contraception, ça t'avait vraiment aidé. Pour beaucoup de femmes, c'est le cas, hein. Faut pas le négliger non plus. Donc, il y a déjà pour moi vraiment un suivi médical, on va dire conventionnel, classique à avoir, ça c'est clair. Et après, je pense qu'il y a plein de choses au niveau du paramédical qui est très, très, très aidant et qui va être beaucoup là pour soutenir le système en fait. Et alors, il y a autant donc des symptômes physiques, des douleurs, des courbatures, des machins, voilà, vraiment des choses qui touchent le corps. Et donc là, toutes les techniques qui touchent au corps vont être très aidantes, que ce soit même par rapport à la sophrologie, de la relaxation, du yoga doux, même de l'ostéopathie, pourquoi pas, hein. Enfin voilà, toutes les approches qui vont aider le corps à détendre, à relaxer, peut-être parfois même à renforcer, mais en douceur. Je pense que c'est vraiment important de garder cette douceur. Ça va être aidant. Et après, il y a aussi le plan, sur le plan psychologique, hein, vraiment, parce que ça crée ça peut créer beaucoup de perturbations émotionnelles et de la dérégulation neurophysiologique qui va vraiment impacter notre capacité à gérer des situations qui d'habitude sont relativement simples à gérer. Et ça, je dirais que c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre, enfin, qu'il est bon d'avoir conscience et de prendre en charge, mais sur un suivi, on va dire, plus long. Parce qu'on ne peut pas juste aller consulter quand on a des règles ou des symptômes et puis hop, trouver des solutions sur le moment. Il y a vraiment un travail de tout le terrain qui est un peu à faire tout le temps pour éviter justement trop d'inflammation, du stress, des trop grands écarts comme ça ou des trop grandes dérégulations. Et avant, je pensais notamment, par exemple, aux troubles dysphoriques prémenstruels. Donc, c'est vraiment des femmes qui, avant leurs règles, ont des symptômes hyper forts dans des troubles, des symptômes anxio-dépressifs, en fait, qu'on pourrait confondre avec un vrai épisode dépressif, sauf que dans l'étiologie, il est lié aux règles, à l'arrivée des règles. C'est-à-dire qu'après, une fois que les règles sont passées, tout part, mais vraiment, hein, quand les femmes décrivent ça, c'est incroyable parce que elles sombrent dans un espèce de puits sans fond. Et puis 5 jours après, c'est parti, c'est grand soleil, il n'y a plus rien. C'est vraiment, et c'est cyclique, hein, c'est vraiment ça qui permet de diagnostiquer ce trouble.
Et là, pareil, une prise en charge plus pluridisciplinaire est vraiment importante pour autant apprendre à connaître ce trouble, connaître son fonctionnement, avoir des petites astuces pour mieux gérer ça. Et puis aussi sur le plan physiologique, où là, il y a vraiment même de la phytothérapie qui peut beaucoup aider, le griffonia par exemple, et plein d'autres plantes qui vont aider le système à mieux réguler. Ça ne va pas tout enlever, mais ça permet d'atténuer quand même pas mal de symptômes. Et que pour moi, il y a vraiment cette idée en fait, de prendre soin de ça, mais tout le temps, pas que pendant les règles ou les périodes de douleur, mais tout le temps, en fait, pour avoir un corps et un esprit le plus résilient possible et puis pouvoir mieux affronter les périodes difficiles. Voilà, c'est un peu comme ça que je vois les choses. Et pour moi, je sais que c'est hyper aidant d'avoir une pratique régulière de yoga, d'activité physique, voilà, l'hydratation aussi. Au niveau alimentation aussi, hein, tout ce qui crée de l'inflammation, les produits laitiers, la caféine, la théine, etc. Alors, c'est des choses qu'il ne faut pas forcément chercher à supprimer complètement, mais faire attention quand on le consomme et peut-être un peu éviter pendant les règles, à boire beaucoup de café ou ce genre de choses. Ça peut vraiment aussi augmenter les symptômes, mais avoir une vision globale de tout ça et prendre soin du terrain, en fait, hein, pour que ça puisse se passer le mieux possible quand il y a des symptômes qui arrivent. Voilà. Je rejoins complètement parce que moi, je fais aussi vraiment une analyse un peu de l'hygiène de vie, on va dire, en globalité, vraiment en essayant de poser des questions aussi un peu dans tous les domaines, comme tu as dit, alimentaire, physiologique, euh, mouvement, enfin voilà, ce que la personne a fait dans sa vie en général, parce que c'est un peu comme tout, souvent même en séance, comme ça, j'avais un cours avant, les gens viennent pour 1 heure faire quelque chose qui leur fait du bien, puis le reste du temps, ils font quoi? Leur vie. Donc, moi, je trouve qu'aussi vraiment les outils qu'on propose ou voilà, qui améliorent l'hygiène de vie, qui améliorent la santé en général. euh, je le dis tout le temps aussi avec la boisson, si vous buvez au début de semaine tous les litres dont vous avez besoin, puis après plus rien, ça va pas le faire. Hein. On peut pas, comme faire le plein à une voiture, puis se dire, voilà, on a besoin, nous, régulièrement de remettre tout ça en place et trouver vraiment son équilibre à soi avec notre rythme qui peut peut-être évoluer. Effectivement, chaque jour, c'est peut-être pas, on a peut-être pas forcément les mêmes besoins, mais pas focaliser seulement sur la période, voilà, hein, le 20e jour, le 18e, j'en sais rien, où ça commence vraiment à être problématique, mais gérer ça sur une période vraiment constante. Avec ouais, des choses qu'on met en place. Puis tu parlais de ce qui est médecine complémentaire, donc c'est vrai que moi aussi je trouve que tout ce qui est plantes, etc., ça peut bien aider, donc il y a vraiment ce complément-là. Et bah voilà, qu'on fasse, enfin moi j'appelle ça les techniques somatiques, hein, parce que ben, il y a quand même beaucoup de choses dedans. Moi, en l'occurrence, c'est le Feldenkrais. Puis on n'a pas parlé vraiment du sommeil, mais il y a aussi un impact sur le sommeil, donc j'utilise on aurait pu encore aborder ça, mais voilà, le Sound Sleep System pour plus s'axer sur le sommeil. Mais moi, en fait, Feldenkrais, concrètement, on va vraiment redécouvrir la région du plancher pelvien, des viscères, et puis on commence plutôt par des petites séances qui sont assez douces et qu'on peut faire assis ou couché. C'est pour ça que c'était un peu la proposition de la fin par rapport à ça, c'est de se dire... je pense pas qu'on la fera forcément en vrai maintenant parce qu'on n'a pas vraiment des gens pour pouvoir la pratiquer, mais pourquoi pas que les gens essayent aussi à la maison. Juste de poser ses mains délicatement déjà au niveau de ses côtes et puis de les laisser un petit moment sur certaines côtes et puis de rebouger les mains, de les mettre ailleurs, de sentir déjà juste le mouvement qui se passe sous les mains et puis d'inspirer et quand on expire, de laisser ouvert les côtes en fait, de vraiment laisser la cage thoracique ouverte. Et puis, c'est ce qu'on appelle vraiment une leçon qui permet de décompresser tout ce qui est viscère, tout ce qui est plancher pelvien et tout. Et moi, c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé pour détendre, parce que c'est des régions qui sont très crispées, très tendues. Même nous, on a de la peine à les toucher, hein, parce qu'en fait d'un crève, soit on guide oralement, soit on touche. Et c'est des régions qui sont quand même assez sensibles au toucher. Mais voilà, de gentiment avec la respiration
de remettre du mouvement dans ces régions-là et puis de réactiver la circulation, de redétendre ces endroits. Et vraiment, cette respiration avec la cage thoracique ouverte, elle permet déjà beaucoup et on peut la faire dans toutes les positions. Donc, elle est vraiment très simple. Donc, c'était la séance à laquelle j'avais pensé vraiment pour pouvoir donner là. Donc, ouais. Devant, sur les côtés, derrière, vraiment la cage thoracique, ou moi je préfère l'appeler la corbeille parce que je trouve que cage, ça fait un peu comme ça empêche le mouvement. C'est quelque chose qui peut vraiment bien bouger. Et voilà, après, on va retravailler aussi plus profondément parce qu'on a vraiment beaucoup de couches au niveau des muscles. Donc, on peut toucher au niveau du plancher pelvien supérieur, on peut aller dans les couches beaucoup plus inférieures, puis on a plein de leçons voilà, où on rapproche certaines parties, certains muscles, on rééloigne. Ouais, des leçons qui sont aussi basées sur la capacité du plancher pelvien à pouvoir se détendre, se recontracter, puis qui aide aussi pour tout ce qui est problème, par exemple, de continence. Et puis de sensations, on travaille aussi avec des personnes, même avec des messieurs, que vous sachiez, sur le plancher pelvien, pour tout ce qui est problème sexuel, parce qu'on peut améliorer les capacités sexuelles, et puis surtout faire aussi que ce soit moins douloureux, parce que peut-être moins crispé, et puis que ouais, voilà, tout ce qui est de ce côté-là. Donc c'est vrai que c'est un outil voilà, qu'on peut aussi pratiquer soi-même et puis qui peut amener beaucoup. Ouais. Et moi, j'ai eu bien moins mal au ventre dès que j'ai recommencé à redonner du mouvement avec la respiration dans ces régions-là, plutôt que de crisper, parce que quand on a mal, souvent on crispe. Et puis on met peut-être une petite bouillotte, puis ça détend un peu, ou bien on boit un thé, mais vraiment d'aller travailler plus en profondeur dans ces tissus-là. Ouais. Si jamais, Anita, hein, tu as des supports à partager ou des séances enregistrées ou des petites vidéos, c'est avec plaisir. Alors, c'est vrai qu'en Feldenkrais, tu vois, il y en a, on trouve, hein, c'est vrai, des supports audio, vidéo. Après, on aime bien guider les gens parce qu'on voit un peu ce qu'ils font, quoi. Même si, effectivement, que quand tu contractes ton plancher pelvien puis que tu le relâches, on va pas forcément le voir, mais on est là aussi pour pouvoir échanger. Et c'est vrai que souvent, c'est ça, c'est que les leçons, on aime bien pouvoir les donner vraiment au live, dans le sens où, voilà, la personne, comment est-ce qu'elle réagit, qu'est-ce qu'elle ressent, comment est-ce qu'on peut peut-être aussi l'amener vers d'autres choses. Mais voilà, tout est ouvert. Pourquoi pas une fois faire un atelier vraiment pratique là-dessus, hein, avec des personnes qui seraient intéressées d'essayer d'expérimenter. Mais commencez déjà, voilà, par garder la cage thoracique ouverte et puis en expirant, parce on a tellement cette habitude aussi de faire fonctionner le ventre beaucoup euh, gonfler le ventre et tout, mais on peut aussi déplacer l'air entre le ventre et le haut. Et dans certaines techniques de yoga, ils le font aussi. Nous, on fait le on le fait peut-être d'une manière aussi un petit peu encore différente. Mais rien que de bouger aussi dans ce sens-là, ben voilà, ça va faire des micro-mouvements, des micro-massages qui peuvent vraiment améliorer les symptômes, diminuer les douleurs, les inconforts. Ouais. Après, il n'y a jamais de miracle. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir aussi plusieurs outils. Je ne dirai jamais ne faites que du Feldenkrais. Ça, c'est un truc que je dirai jamais, mais je sais que c'est un outil euh, couplé à d'autres choses qui peut être vraiment très utile. Voilà. Ben, Je sais. super. Moi, j'allais dire, je retiens aussi par rapport à ce que là, par rapport aux pistes de solutions que tu as données, puis par rapport à ce qu'on vous disiez avant sur le côté agir au jour le jour, au quotidien et tout ça. Moi, ce que ça me motive en fait pour faire passer plus l'information en fait, puis qu'on puisse en parler plus librement euh, dans les ateliers ou dans le monde du travail, de pouvoir en parler plus librement en fait. Ça, c'est quelque chose qui pour moi est important, sans stigmatiser, sans mettre l'étiquette et tout ça, mais vraiment pour justement agir avant que ce soit trop tard, agir avant que le chef se retrouve confronté à toutes ces problématiques-là, parce que c'est trop tard en fait. Il faut pouvoir anticiper et faire de la prévention aussi à ce niveau-là. Donc moi, je sais qu'en tant qu'ergonome, là, je me dis, voilà, comment je peux intervenir là-dessus concrètement
ben, avec cette idée-là de communiquer plus avec les chefs, avec les directions, avec puis les femmes qui sont sur le terrain, pour qu'on anticipe tout ça, en fait, qu'on n'attende pas d'avoir mal, en fait. Voilà pour moi. Oui, et surtout qu'on en parle librement, de manière positive, parce que parfois c'est un sujet qui est assez librement abordé, mais dans le sens oh, elle est chiante aujourd'hui, elle a ses règles. Et ça, Ouais, on entend vraiment beaucoup, et que justement certaines personnes se donnent beaucoup de liberté à dire, et ça, il faudrait vraiment qu'on en sorte, hein. super. Ouais, je crois que vous avez bien résumé. Ben, très bien. Ben, un petit mot de conclusion alors, Anita. Un petit mot de conclusion. C'est jamais trop ce que je. J'aime toujours les choses, laisser les choses continuer. Moi, le mouvement, tout ça, c'est mon truc. Donc, voilà, j'espère que ça donnera un départ pour certaines personnes d'oser en parler, d'oser agir, de voir peut-être les choses autrement. J'aime toujours bien amener ça, moi, voir les choses un peu différemment. Et, ouais. Et puis, que ça continue. Et pourquoi pas, en tout cas, on est là, nous, l'Institut suisse de la qualité de vie au travail. Contactez-nous si vous avez des remarques ou des questions. Et si vous avez Super. envie, voilà, qu'on anime quelque chose en plus, bah, dites-nous. Voilà. On est dispo. Super. Ben, merci beaucoup, Anita. Merci Merci. à vous. C'est cool. C'était une très belle idée. Merci beaucoup aussi, Manon.